Une émission un petit peu particulière qu'est ce magazine Il est une fois dans l'Orne, puisque nous allons revenir sur un pan de l'histoire du diocèse de Sées, avec une découverte de la vie de Monseigneur Paquet, par l'intermédiaire d'une interview exclusive du père Michel Hardy, prêtre du diocèse de Sées, interview réalisée par Guillaume Level à Sées en septembre 2014, un témoignage du père Michel Hardy qui a été commensal de Monseigneur Paquet pendant quelques années. Monseigneur Paquet a été évêque du diocèse de Sées de 1926 à 1961. Nous écoutons donc ce témoignage historique au micro de Guillaume Level. Voici donc le témoignage du père Michel Hardy au sujet de Monseigneur Paquet, évêque du diocèse de Sées. Bonsoir Monsieur l'abbé, merci de m'accueillir. Donc ce soir nous allons parler de vous déjà et de Monseigneur Paquet, donc, qui a été évêque de Sées entre 1926 et 1961, qui est né à Percy en 1869, donc Percy dans la Manche, et qui est décédé à Sées le 11 juillet 1961. Alors il a été formé au Grand Séminaire de Coutances, licencié ès-sciences à la faculté de Rennes, ensuite il a été professeur au Petit Séminaire de Mortain, préfet de discipline à l'école Sainte-Marie de Ducé, et en 1919, il est nommé secrétaire général de l'évêché de Coutances. Et ensuite, en 1926, donc, il monte sur le siège épiscopal de Sées. Donc, déjà, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous et de ce qui vous a amené auprès de Monseigneur Paquet? Je suis prêtre de 1954, une année où, du fait de la jonction de 2 entrées au grand séminaire, on s'est trouvé 20 prêtres dans l'année. Moi, j'étais ordonné le 4 juillet 1954 à Flers, avec 3 autres confrères. J'ai été nommé aussitôt à l'Immaculée Conception de Flers, chargé de la surveillance et de l'enseignement des maths en 4e, 3e et 1er. En fait, j'ai été dépassé par la discipline et j'ai demandé, au bout d'un an d'enseignement, à partir dans le ministère. En fait de ministère, j'ai été nommé secrétaire à l'évêché en septembre 1955. Pourquoi ai-je été choisi? Je suppose, mais c'est une supposition, de certaines fonctions que j'ai eues durant mon grand séminaire. J'ai été chargé de la bibliothèque des élèves. Et dans la pièce où se tenait la bibliothèque des élèves du grand séminaire, il y avait également le travail d'entomologiste de Monseigneur Paquet, des ouvrages qu'il avait consultés, des mémoires qu'il avait écrits, ainsi que toute une exposition de coléoptères, son principal travail de scientifique. À la fin de mon séminaire, il a demandé au supérieur de faire l'inventaire de cette bibliothèque scientifique. Chargé de la bibliothèque et se trouvant dans la même pièce, j'ai donc été prié de faire l'inventaire de cette bibliothèque scientifique. Je crois qu'il m'a repéré ainsi, mais ça c'est une supposition de ma part. Son précédent commensal étant appelé à des fonctions plus indépendantes, il se retrouvait seul et il lui fallait un autre commensal qui devenait en même temps secrétaire de l'évêché. Et c'est ainsi que j'ai été nommé en septembre 1955 secrétaire à l'évêché commensal de Monseigneur Paquet. Alors, comment définirait-on un commensal aujourd'hui? En commensal, c'est celui qui prend ses repas avec l'évêque. D'accord. Déjà, jusqu'à quand avez-vous exercé cette fonction J'ai été commensal près de Monseigneur Paquet de 1955 à 1961. Je suis très peu sorti avec lui. J'ai en souvenir
une première sortie vers la fin septembre, début d'octobre, à l'Institut Saint-Joseph, devenu la maison Saint-Gaudgrand à côté de Sées, où étaient accueillis les enfants dont on pouvait avoir une vocation au niveau du primaire. Et tout près étaient aussi accueillis les vieux prêtres. Et j'ai donc fait une sortie avec lui, près de ses enfants et près des vieux prêtres. Je me souviens d'une autre sortie à Alençon, au moment de la Saint-Luc. C'était le patron c'est toujours le patron des médecins et une association catholique regroupant les médecins catholiques avait fêté la Saint-Luc avec des offices et au besoin conférences. Ce sont les deux sorties que je me souviens avoir faites avec Monseigneur Paquet. Le reste du temps, c'est l'évêque auxiliaire qui œuvrait à droite et à gauche. Mandaté, bien sûr, par Monseigneur Paquet. Dans la vie quotidienne, quel était un peu son caractère? Comment était-il? Alors, Monseigneur Paquet était un homme très autoritaire, très imbu de son autorité. En fait, dans l'intimité, il était relativement convivial. Mais dès que son autorité était en cause, il était plutôt un peu terrible. Donc voilà, donc vous preniez, d'après ce que j'ai compris, vous preniez les repas avec lui? Je prenais le repas de midi avec lui, et le repas du soir d'ailleurs, tant qu'il a pu conserver une certaine vigueur. Par la suite, ce n'était que le repas de midi, il gagnait assez tôt la chambre, et il fut un temps où il était quasiment toujours dans sa chambre. Alors vous en avez déjà un peu parlé, il avait une passion qui était pour les coléoptères, je crois. Alors, il s'est donc occupé en tant que professeur des coléoptères. À l'époque où je l'ai connu, il ne s'intéressait plus du tout à ce passé de scientifique. Il gardait quand même sa collection, mais... Il gardait sa collection. Il avait même chargé un des jeunes professeurs du petit séminaire, l'abbé Rogue, professeur de sciences, de s'occuper de cette collection et de l'entretenir. Après, on va continuer. Donc on a vu un peu la vie quotidienne. Alors sur des petites choses, moins de la vie quotidienne, est-ce que vous avez... Alors je pourrais ajouter quelques petites choses sur la vie quotidienne. Ah bah allez-y, n'hésitez pas. Je le revois à la fin du repas, feuilletant le journal, sans lunettes, lisant très facilement les titres, les petits articles. Ce n'était pas possible sans lunettes. Et il me disait, en feuilletant le journal, Ouest France m'apprend les sottises de mes curés. C'était, ce qu'il fallait entendre par sottise, c'était les petites affaires qui n'étaient pas tout à fait conformes à ce qu'il prescrivait. Une messe en plein air, par exemple, ou des choses de ce genre-là, qui avaient été célébrées sans son autorisation. Et je le revois dans un geste très curieux. Il vidait la moitié de sa tasse de café dans la soucoupe. Et il prenait ensuite sa petite cuillère et il remplissait la tasse de café. Le café avait refroidi comme ça. Un geste curieux, mais qui était en somme une sorte de détente pour lui. À ce moment-là, il était très détendu. Il remplissait sa tasse de café avec le café qui était dans la soucoupe. Un petit geste curieux.
Sur RCF 61, nous poursuivons cet entretien avec le père Michel Hardy, prêtre du diocèse de Sées et actuellement retraité sur la paroisse Saint-Lathuin des Sources. Il était interviewé en septembre 2014 par Guillaume Level. Un témoignage au sujet notamment de sa vie aux côtés de Monseigneur Paquet, évêque de Sées de 1926 à 1961. On écoute cet entretien. Vous êtes arrivé bien après la Seconde Guerre mondiale, Oui. mais alors on entend plusieurs choses sur Monseigneur Paquet durant la Seconde Guerre mondiale. Est-ce qu'il vous en parlait déjà? Est-ce que vous en avez entendu parler? Qu'est-ce que vous savez sur cette période? Alors, la chose la plus curieuse, et qui lui a été reprochée, c'est qu'en 1940, devant l'avancée allemande, il a réuni les titres du diocèse, l'avoir pécunier du diocèse, et il est parti pour mettre cela en sécurité. Sa devise « Una curas salus gregis » semble une seule chose, le salut du troupeau. Là, dans ce cas-là, c'était la finance qui primait. Oui. Ça lui était fort reproché. Mais, chose curieuse, il n'a pas tellement perçu l'incongruité, je dirais, de cette démarche, même par la suite. Et il l'a raconté volontiers, alors que certains vicaires généraux essayaient de l'arrêter. Il ne faut pas dire ça, monseigneur. Alors, cependant, il a publié un document contre l'envoi des femmes et des filles. Des femmes et des filles en Allemagne. Pour le STO. Pour le STO. Ces séminaristes ont été envoyés au STO. Ça choquait sans doute intérieurement, mais là, il n'y a pas eu de protestation. Mmh. Il se serait plutôt étonné de ceux qui auraient pris une voie non conforme à ce qu'attendaient les autorités de Vichy. Il n'était pas hostile aux autorités de Vichy, a Ah, priori. il n'était nullement hostile aux autorités de Vichy, au contraire, c'était pour lui le gouvernement de la France. D'accord. Mais par contre, hostile à l'occupant. Hostile à l'occupant, oui. Après-guerre, ça lui a été reproché. Alors, après-guerre, ça lui a été reproché, bien sûr, mais le document qu'il a publié et qu'il a demandé d'être lu en chair l'a sauvé. Puisqu'on parlait de le destituer. Il faisait partie, disait-on, d'une la quarantaine d'évêques dont le gouvernement français demandait le changement fin 1944, avant l'arrivée du futur Jean XXIII, Monseigneur Roncalli, qu'on appelait le paysan du Danube de la diplomatie pontificale. Oui, mais justement, en parlant du cardinal Roncalli, donc futur Jean XXIII, lui-même, Monseigneur Paquet, le connaissait. Il l'avait connu comme nonce apostolique. Oui. Pendant les quelques années qu'il a passées en France, au lendemain de la Libération. Puisque Monseigneur Roncalli est arrivé fin 1944 à Paris. Tout à fait fin 1944. Et c'est Monseigneur Roncalli qui présentait les vœux du corps diplomatique en tant que doyen du corps diplomatique au général de Gaulle début 1945. Le gouvernement français d'ailleurs avait apprêté un avion pour aller chercher le nonce qui venait d'être nommé, afin que ce ne soit pas le vice-doyen du corps diplomatique, l'ambassadeur de Russie, qui présente les vœux à de Gaulle. Et chose très curieuse, Monseigneur Roncalli arrivant à Paris, connaissant peu de choses d'ailleurs à ce moment-là, demanda à l'ambassadeur russe son discours, et c'est le discours en grande partie préparé par l'ambassadeur de Russie qui a été prononcé par Monseigneur Roncalli
au moment de la présentation des vœux du corps diplomatique. Et donc, une petite anecdote donc, que vous m'aviez racontée donc, sur l'élection donc, de Jean XXIII. Ah, l'élection de Jean XXIII. Monseigneur Roncalli, très apprécié des autorités civiles, n'avait pas eu, pendant sa nonciature, un grand aura près de l'épiscopat de France. Et l'épiscopat de France, et même l'Église de France, n'attendaient pas une élection de ce côté-là. C'est moi qui ai annoncé, en fin d'après-midi, l'élection du nouveau pape en la personne du cardinal Roncalli. Et je revois l'étonnement de Monseigneur Paquet et son expression première « Pas possible !» Et se ressaisissant aussitôt, enfin, l'Esprit Saint parlait, ou quelque chose de semblable, dont je ne me souviens pas exactement. Mais l'expression « pas possible », ça, elle est bien ancrée dans ma mémoire. C'était pas son candidat. C'était pas son candidat. Alors, un autre haut personnage de l'Église, avec lequel, du coup, il a eu de bonnes relations, c'est le cardinal Grant. Ah, le cardinal Grant était un ami d'enfance. Le cardinal Grant, né à Percy comme lui, plus jeune d'1 an ou 2, je crois, était le grand ami d'enfance. Mais 2 hommes assez différents d'ailleurs. Et chose qui m'a assez surpris d'ailleurs dans la personnalité de Monseigneur Paquet, dans l'intimité, il n'hésitait pas à le critiquer, pas sévèrement, mais à se tenir de telle ou telle chose. pas tellement comment dirais-je, de son gouvernement d'évêque, mais de sa façon d'être. Ils se rencontraient quelquefois ou... Alors, ils se rencontraient très souvent. À l'époque où je suis arrivé à l'évêché de Sées, ils se sont peu rencontrés, étant donné les affaires de santé de l'un et de l'autre. Je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai entendu dire, par rapport justement à une histoire par rapport aux obsèques de l'un et de l'autre, où le cardinal Grant anticipait. Alors, à un moment donné, Monseigneur Paquet n'était pas bien, le cardinal vient le visiter. Il le visite, il monte à la chambre, puis il redescend l'escalier et passe au salon, et il organise les obsèques de son ami. Je préside, l'archevêque célébrera la messe, et vous, monseigneur, en s'adressant à l'évêque auxiliaire, vous ferez le panégyrique. L'humour de la Providence voulut que Monseigneur Grant décéda le premier. Mais Monseigneur Paquet ne s'est pas rendu à ses obsèques. À Monseigneur Paquet, qui à l'époque gardait quasiment la chambre, ne s'est pas rendu aux obsèques. Il ne sortait quasiment plus à l'époque. Alors, le cardinal Grant, c'est son histoire, c'est aussi l'histoire avec la Manche de Monseigneur Paquet. Quel lien avait-il gardé avec la Manche? Alors, Monseigneur Paquet avait de la famille, à Percy même, une belle-sœur, son frère étant décédé, et des neveux, une petite nièce ayant épousé d'autre part un notaire, était installée à Moulins-la-Marche. Et elle visitait facilement, assez souvent d'ailleurs, son grand-oncle, Moulins-la-Marche étant d'ailleurs peu distants l'un de l'autre. À peu près tous les ans, Monseigneur Paquet se rendait dans sa famille, et j'ai d'ailleurs été nommé à un retour de la Manche lors de son passage à Flers, où je fus convoqué à l'Immaculée Conception pour m'entendre dire que j'étais nommé secrétaire à l'évêché et son commensal. Alors, un autre personnage très important dans la fin de vie de Monseigneur Paquet, c'est Monseigneur Pieuget. Alors, Monseigneur Pieuget a été ordonné évêque auxiliaire de Sées en 1955.
je crois en mars 55. L'année où vous avez été nommé vous-même. L'année où, quelques mois après, c'est après quelques mois après que je fus appelé à l'évêché de Sées. Et toutes les démarches de la fin de l'épiscopat de Monseigneur Paquet, visite des paroisses ici et là, ont été pratiquement toutes faites par Monseigneur Piogé, mais sous la direction de l'évêque titulaire. Il fallait qu'il rende compte de tout ce qu'il faisait. Alors, Monseigneur Piogé était tenu plus qu'un vicaire vis-à-vis de son curé. Tenu par l'évêque en place plus qu'un vicaire à l'égard de son curé. Oui. Ce n'était pas facile pour lui. Et sur cette période, par exemple, les grandes fêtes à la cathédrale, Pâques, Noël, que sais-je, était-ce Monseigneur Piogé ou Monseigneur Paquet? Alors, autant que je me rappelle, Monseigneur Paquet n'a célébré que très peu d'offices à la cathédrale au temps où j'étais secrétaire à l'évêché. C'est la plupart, là, c'était l'évêque auxiliaire qui célébrait. D'accord. Et par contre, encore une fois, ce que j'ai ouï dire personnellement, c'est qu'il était très attaché, lorsqu'il célébrait, au moindre détail. Ah, il était très attaché au moins détail de la liturgie, ça c'est un fait. Ça. Pour ceux qui aiment l'ancien rituel, où la liturgie, où l'évêque se comportait, enfin le rituel l'assimilait quand même à une sorte de prince. Et la liturgie, d'une certaine manière, ne manquait pas de grandeur, mais plutôt d'un faste civil, plus que d'une réalité vraiment religieuse. Ça avait de l'allure, d'une certaine façon. Dire que c'était dans l'esprit du Christ, c'est autre chose. D'ailleurs, c'est à noter qu'on conserve toujours à la cathédrale l'ensemble, la chasuble de Monseigneur Paquet, avec son blason, Oui. l'ensemble. Suite de l'entretien avec le père Michel Hardy sur RCF 61, il est interviewé par Guillaume Level sur tout un pan de sa vie et notamment sa fréquentation de Monseigneur Paquet, puisqu'il a été le commensal de Monseigneur Paquet pendant quelques années. Monseigneur Paquet qui a été évêque du diocèse de Sées de 1926 à 1961. Dans cet entretien, nous découvrons davantage les divers aspects de la vie de cet évêque de Sées pendant une période de l'histoire donnée. Un autre corps du diocèse, c'était l'ensemble du clergé diocésain. Alors, quelles étaient ses relations avec le clergé diocésain? Communiquait-il beaucoup avec son clergé? Est-ce que son clergé venait lui rendre visite? Est-ce qu'il le réprimait? Enfin, est-ce que lui réprimandait le clergé? Évidemment, enfin, toutes ces choses-là. Il entendait toujours conduire le diocèse et le conduire à sa manière. Heureusement,
l'évêque auxiliaire et les vicaires généraux arrondissaient un peu les angles. Alors, des petits exemples. Alors, un exemple assez curieux, la nomination du nouveau curé d'Argentan. À l'époque où j'étais à l'évêché, le curé d'Argentan était un vieux prêtre, prélat de sa sainteté, excusez-moi, et pour Monseigneur Ratier, qui avait une attitude assez noble, d'ailleurs, en 1944, au moment de la libération. Bien qu'il fût, disait-on, quelque peu imprudent, en ce sens qu'il montait dans son clocher pour regarder et que ce n'était peut-être pas L'endroit le plus sûr. l'endroit le plus sûr, et surtout où c'était quand même regardé par les Alliés qui pensaient plutôt à des Allemands. Oui, des tireurs embusqués. Ouais. Oui. Alors, Monseigneur Ratier démissionnant, ou décédé, je ne me rappelle plus exactement, il fallait nommer un nouveau curé à Argentan. Monseigneur Paquet avait son candidat. Les membres de son conseil avaient un autre candidat. Il semble qu'on en ait discuté beaucoup à l'intérieur du conseil. Et un jour, Monseigneur Paquet dit « Eh bien, écoutez, la prochaine fois, on va organiser ce qu'on n'a jamais fait, on votera. » Et au conseil suivant, il y eut donc vote. Je crois que Monseigneur Paquet s'est abstenu dans ce vote. Et tous les votants se sont portés sur l'abbé Courtin, qui était alors aumônier des œuvres à Alençon, un prêtre qui n'avait alors que 38 ans, je crois, qui devait succéder au prélat qui n'avait à peu près un demi-siècle de plus. Un vicaire général un petit peu malin disait « C'est la seule fois que nous sommes allés aux urnes et nous ne sommes jamais retournés. » Donc, cet abbé, c'était le candidat de... Ben, c'était pas son candidat. C'était pas son candidat, lui. C'était pas son candidat. Donc, il devait être un petit peu Ben, il était un désabusé. peu surpris. Et pour la petite histoire, il fallait écrire à Rome pour entériner cette nomination, étant donné que le prédécesseur était prélat de sa sainteté. Et le chancelier chargé de faire la démarche s'est trompé de bureau, si bien que les choses ont tardé et que la nomination courait partout dans le diocèse, elle n'était pas officielle. Et le nouvel élu était fort embarrassé à répondre, Mais oui. parce que tout le monde le félicitait plus ou moins, et lui devait faire l'innocent. Et vous avez d'autres anecdotes sur les relations avec ces prêtres. Par exemple, vous parliez des nouveautés liturgiques, on va dire, dont il n'était pas très friand. Alors, c'est ainsi qu'est regardé en effet Ouest France, pour voir les comportements de ces curés dans les petites choses, les cérémonies surtout, où l'un ou l'autre n'avait pas été absolument conforme à ce qu'il prescrivait. Et dans ce cas, il leur faisait savoir ou... Oh, je pense qu'il devait charger sans doute l'auxiliaire ou le vicaire général de le faire savoir. Sans grand effet. Sans grand effet. Et avec... alors, il y a le clergé, mais il y a aussi les fidèles. Alors, est-ce qu'il était accessible? Comment accédait-on à Monseigneur Paquet quand on était un fidèle lambda? Bien, il y avait des gens qui avaient facilement accès près de lui. Je me souviens notamment de Madame et de Monsieur le Comte Lefébure, conseiller général du
canton d'Athis, un chrétien exemplaire qui, au Conseil général, défendait facilement les intérêts de l'Église et qui était très facilement reçu par l'évêque de Sées. Il était familier avec eux, ou il Ah ben, gardait... la conversation était facile. À table, les échanges se faisaient facilement. Ça, il n'y avait pas un protocole. Non, disons, à table, dans l'intimité, c'était un homme abordable. Et on imagine... je pense qu'on aurait du mal à imaginer ça aujourd'hui, mais quel était le train de vie de l'évêché à l'époque? Qu'est-ce qu'il y avait... Aujourd'hui, on voit Monseigneur Habert qui vit un peu seul dans son évêché, aidé quelquefois par l'abbé Bozo et une femme de ménage. Qu'est-ce que c'était à l'époque? Alors, quel était le train de vie à l'époque? À l'époque, et ça s'est prolongé d'ailleurs sous les évêques suivants, en grande partie, il y avait 3 religieuses. De quelle congrégation? De Notre-Dame de Briouze. Une congrégation maintenant fusionnée avec une autre congrégation hors diocèse dont je ne me rappelle plus le nom. Il y avait 3 religieuses de Notre-Dame de Briouze. Et il y avait un chauffeur qui faisait aussi le jardin, Monsieur René Barré. Est-ce qu'il y avait, par exemple, est-ce qu'il y avait toujours des lingères ou c'était déjà... Ah non, ben, pratiquement, c'était C'était les religieuses c'était les religieuses. qui faisaient ça. Oui, oui, c'était les religieuses. 3 religieuses et un chauffeur qui était aussi proposé au jardin. C'était déjà un beau train. Ah oui. Alors, une petite question, dans un témoignage précédent, vous qualifiez Monseigneur Paquet plus administrateur que pasteur. Alors, est-ce que vous avez déjà un peu évoqué certaines choses, mais pourquoi exactement? En 1955, l'Église de France était d'ailleurs déjà en plein renouveau. Et l'Action catholique tenait une place énorme dans la pastorale. La réflexion se faisait aussi sur la pastorale en paroisse. Le chanoine Boulard était appelé à droite et à gauche pour le renouvellement de la pastorale d'une manière un peu plus proche des réalités qui avaient énormément changé depuis déjà des dizaines d'années. Alors pour les béotiens que nous sommes, qui est le chanoine Boulard? Ah, le chanoine Boulard, un prêtre qui avait étudié les comportements pastoraux et qui, se basant sur la pratique, mais d'autres critères, avait publié des cartes de certains diocèses, et notamment du diocèse de Sées, où l'on voyait l'évolution en se situant uniquement là au plan de la pratique religieuse. Ça ne veut pas dire qu'il était uniquement axé là-dessus. On voyait le diocèse de Sées passer du bleu dans les environs de Domfront, passer au jaune au centre, les plaines d'Argentan, Sées, Alençon, pour terminer dans certaines paroisses dans le rouge. Le bleu étant une pratique Le bleu étant la pratique de 90% à peu près, je dis ça à peu près, et arrivant au jaune où c'était moins, et au rouge où c'était très très peu. Ces cartes existent toujours d'ailleurs dans les archives. Le chanoine Boulard avait d'ailleurs fait ses études et l'étude s'était faite dès mon entrée au grand séminaire, c'est-à-dire dès 1949. Mais si ses conseillers attachaient beaucoup d'importance à cette expérience
et à ce qu'elle révélait, ça n'influait pas beaucoup sur la pensée de l'évêque de Sey. Pour lui, il entendait nommer un curé partout, tout au moins dans la majorité des paroisses. Je ne veux pas dire la majorité des paroisses, parce qu'il y avait déjà quand même des paroisses de 150 habitants ou même moins qui n'avaient pas de curé. Oui, ça datait même d'avant lui, parce que... Dès la fin du 19e, on voit le Ouais. premier déclin du clergé dans les études. Et puis surtout, non seulement il y a peut-être déclin du clergé, mais il y a l'appauvrissement, l'exode rural. Des communes qui avaient un certain nombre d'habitants à la fin du 19e, en 1950, on en avait déjà à moitié moins. Oui, on voit beaucoup ça dans le Don-Fronté. Des communes qui ont eu la première révolution industrielle, énormément d'habitants, et puis qui ont perdu très très vite ensuite. Et oui. Pour en venir à Monseigneur Paquet, donc toute cette réflexion du chanoine Boulard, je ne pense pas. N'en voyait pas l'intérêt. Je ne pense pas que ça l'inquiétait beaucoup. Par contre, alors, il a été novateur sur un certain nombre de choses, et notamment sa grande audace, ça a été le grand séminaire. Alors, le grand séminaire, ça aussi c'est toute une histoire. Le clergé avait toujours rêvé de récupérer l'abbaye Saint-Martin, qui avait été le grand séminaire au lendemain de la Révolution, qui avait été une grande partie du XIXe siècle, le grand séminaire de Sey. Et lorsque vinrent les lois de 1905, la séparation de l'Église et de l'État, cet ensemble fut donc confisqué par l'État, et au moment où je me trouvais à Sey, c'était les assurances de Seine et Seine-et-Oise qui étaient propriétaires de l'immeuble. On a dit que Monseigneur Paquet aurait été à même de racheter cet édifice, ce qui aurait été l'attente d'une partie du clergé sagien. C'était tout à fait incompréhensible dans l'esprit de Monseigneur Paquet. On ne rachète pas ce qui vous a été volé. Et voyant à un moment donné que c'était plus possible, c'était plus possible de récupérer cet ensemble, il a entrepris la construction d'un nouveau grand séminaire. Dans les années, je ne saurais préciser le début, vers 37, un peu avant, et il a quitté à travers le diocèse et s'est édifié ainsi en quelques années le nouveau grand séminaire de Sey, l'établissement dans lequel j'ai moi-même fait toutes mes études cléricales. Les séminaristes y sont entrés, je crois, en 38 ou 39, et arrivée l'occupation, ils en ont été chassés. L'immeuble a été récupéré au lendemain de la Libération. Et la diminution du nombre de prêtres et le regroupement des séminaires a fait que les études se sont faites ailleurs qu'à Sey, et l'établissement a été vendu à une association, l'Anaïs, dirigée à l'époque par un prêtre du diocèse, et on n'envisageait pas du tout à l'époque que ça devienne un établissement d'études dans les mains de prêtres très très traditionnalistes. Et oui, alors Monseigneur Paquet donc était très attaché à ce séminaire. Est-ce qu'il s'y rendait quelquefois ?
Alors, Monseigneur Paquet se rendait au grand séminaire de temps à autre, mais assez rarement et de plus en plus rarement dans la mesure où sa santé déclinait. Et quel lien entretenait-il avec les séminaristes? Il entretenait des liens avec le supérieur, avec les séminaristes. Il venait faire une causerie aux futurs prêtres et au mois de novembre, le séminaire se déplaçait à l'évêché de Sées pour lui présenter ses vœux à l'occasion de la Sainte-Octave. D'accord. Et les séminaristes se rendaient-ils quelquefois à l'évêché? Alors ça, tout le séminaire arrive à l'évêché pour la Sainte-Octave, Mais autrement. mais autrement, il y avait l'évêque faisait une petite causerie aux séminaristes qui allaient devenir prêtres. Pratiquement, je ne vois pas d'autre lien que l'évêque Monseigneur Paquet entretenait avec les séminaristes. D'accord. Ce qui est tout à fait différent de ce qui se passe à l'heure actuelle. D'accord. D'accord, d'accord. Personnellement, parce que moi, personnellement, j'avais entendu dire que quelquefois des séminaristes étaient amenés à venir servir la messe de Monseigneur à l'évêché. Il venait servir la messe de l'auxiliaire, Ah, mais d'accord. pas du tout de Monseigneur Paquet. Le temps où Monseigneur Paquet a pu célébrer, c'est moi-même, son commensal, qui lui répondait la messe. Et sur RCF 61, nous terminons cet entretien du père Michel Hardy au micro de Guillaume Level au sujet de la vie de Monseigneur Paquet, évêque du diocèse de Sées de 1926 à 1961. Donc vient la fin, qui est qui sont les derniers moments de Monseigneur Paquet. Et Monseigneur Paquet a donc démissionné quelques mois avant de mourir. Je vais livrer là quelque chose qui m'est tout à fait personnel. Je crois qu'il faudrait vérifier, comment dirais-je, les dates. Mais peu de temps avant sa démission, Monseigneur Valerio Valeri, un ancien nonce en France, du temps d'ailleurs du maréchal Pétain, qui avait un poste important à Rome, était venu à Paris. Et il s'est déplacé pour venir à Sées et convoquer l'abbé Labutte. L'abbé Labutte avait écrit un gros ouvrage sur Mère Yvonne aimée de Jésus de Malétroit, qui comportait des choses très curieuses, des phénomènes mystiques. Monseigneur Valerio Valeri convoque l'abbé Labutte à l'évêché de Sées pour lui demander de ne pas publier l'ouvrage qui était en préparation. Personnellement, j'ai toujours pensé que cette convocation de l'abbé Labutte cachait une démarche beaucoup plus importante qui était la demande de démission de l'évêque de Sées. Mais j'en ai eu aucune preuve. Chaque fois que j'en ai parlé, personne ne m'a contredit, mais personne ne m'a approuvé. Mais autant que je me rappelle, c'est relativement peu de temps après ce passage de Monseigneur Valerio Valeri à Sées que démissionnait Monseigneur Paquet. Il me paraissait d'ailleurs curieux qu'un cardinal romain se dérange jusqu'à Sées pour demander à un prêtre de ne pas publier quelque chose. Il aurait très bien pu convoquer ce prêtre à l'annonciature
et lui faire sa demande, il y avait, à mon sens, c'était le paravent pour cacher quelque chose de plus important. Mhm. Alors, Monseigneur Paquet a donc démissionné quelques mois avant de mourir. Et de quoi souffrait-il finalement à la fin? De vieillesse. De vieillesse. De vieillesse. À l'époque où il est décédé, je ne prenais plus mes repas à l'évêché. Je prenais mes repas au petit séminaire de Say, tout en habitant l'évêché. Et j'étais appelé quelquefois près de lui pour aider l'infirmière le déplacer dans le lit, si vous voulez. Et je lui ai porté plusieurs fois le sacrement de, comment dirais-je, la communion. Je lui ai porté la communion. Et je me souviens qu'une fois ou l'autre, je lui ai aidé à faire une action de grâce. Et je me souviens d'une fois ou l'autre, merci, merci. De sa part, j'étais touché de cette marque de gratitude, de reconnaissance qu'il m'a adressée à son secrétaire. Mhm. Je ne l'ai pas vu mourir. J'étais donc à l'évêché, je prenais mes repas, et il était certainement à toute extrémité, mais je suis arrivé que, après le repas au petit séminaire, peut-être attardé quelque peu avec les confrères, je suis arrivé à l'évêché alors qu'il venait de s'éteindre. Et qui vous l'a annoncé à l'époque? Ah ben c'est-à-dire, je suis arrivé, on dit, mais il vient de s'éteindre, quoi. Je ne sais plus qui, enfin. Et donc après, il y a eu ces obsèques. Ah ben il y avait des obsèques en grande pompe, si on peut dire. Oui, qui devaient être grandioses, j'imagine, Oui, ça c'est à la cathédrale de la Sées. cathédrale de Sées, oui. Et ensuite, il a été enterré au séminaire, c'était son souhait. Alors il a été inhumé au grand séminaire de Sées, dans la chapelle du grand séminaire de Sées. Et c'était donc son souhait. C'était son souhait. Alors le grand séminaire étant passé dans d'autres mains, il était normal qu'on le ramène à la cathédrale, ce qui a été fait, je ne me rappelle plus en quelle année, mais il y a une vingtaine d'années à peu près, je crois. Et aujourd'hui, on peut voir ça. Alors aujourd'hui, il repose dans une chapelle de l'abside entre Monseigneur Bartel, son prédécesseur, et Monseigneur Paquet, son successeur. Piogé, Monseigneur Piogé, il m'a dit. son successeur. Successeur. Alors ensuite, la succession s'est faite d'elle-même, puisque... Ah ben la succession s'est faite d'elle-même, puisqu'elle s'est faite avant son décès. Oui, de fait. Ça se termine, notre entretien se termine. Finalement, si je devais vous demander une chose, une phrase, une anecdote qui définirait pour vous Monseigneur Paquet, ce serait laquelle? Qui l'illustrerait, qui le caractériserait? Je dirais un évêque de son temps, gouvernant le diocèse, comme la plupart le faisaient à cette époque, mais d'une manière très autoritaire et sans vue d'avenir, je dirais. Mon expression sans vue d'avenir est un peu forte, mais me semble correspondre à ce qui se cherchait à l'époque quand même. On essayait de renouveler totalement la pastorale, ce qui était hors de ses perspectives. Très bien. Alors, merci beaucoup pour cet entretien. Alors, pour notre curiosité, qu'est-ce que vous êtes devenu après
Eh ben, je suis resté avec Monseigneur Piogé, où j'étais nommé, où je suis devenu pratiquement là, quand même, secrétaire particulier, mais Monseigneur Piogé n'avait pas tellement besoin d'un secrétaire. Encore est-il que je lui ai tapé ses documents quand même, et je fus quelquefois son chauffeur. Monseigneur Piogé n'avait plus de chauffeur. Ah, Monseigneur Piogé a essayé d'apprendre à conduire, mais il a dû reconnaître que c'était difficile, et finalement il a renoncé à passer son permis. À l'époque, à 65-6 ans, c'était quand même, c'est déjà moins facile qu'à 30 ans ou à 18. Et il avait gardé le chauffeur de Monseigneur Paquet? Non, le chauffeur de Paquet était décédé. Comme ça. Donc c'est sur vous que c'est retombé? Ben, c'est moi qui étais le chauffeur. En partie, mais c'était pas toujours moi. Et après Monseigneur Piogé, Après, Monseigneur Piogé m'a nommé en 70 chapelain de la basilique Notre-Dame de Montligeon, où j'ai été près du Père Lecoq qui venait d'y arriver un an auparavant, relativement son second pratiquement. Et je suis resté 25 ans au sanctuaire Notre-Dame de Montligeon, lors de la refonte des paroisses et de la venue dans le diocèse des prêtres de Saint-Martin. J'ai été nommé à Lègue, prêtre auxiliaire à Lègue, où je suis resté 18 ans. Et aujourd'hui? Et aujourd'hui, j'ai été appelé à la retraite en 2013. Une retraite toujours active dans la paroisse Saint-Lathuin de Sées? Un petit peu, oui. Oui, petit peu. J'en témoigne. Ouais. Bon, alors, en tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage, très intéressant. Et puis donc, bonne soirée. Merci. Au revoir. C'était donc le père Michel Hardy dans un témoignage de vie, en lien notamment avec l'épiscopat de Monseigneur Paquet de 1926 à 1961. Le père Michel Hardy a été pendant quelques années le commensal de cet évêque de Sées. Interview réalisée au micro de Guillaume Level à Sées en septembre 2014.